Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous mes téléspectateurs de ma chaîne YouTube que je salue chaleureusement. Bienvenue aux abonnés de la page Facebook qui sont déjà habitués, surtout que confinement l'oblige. Et en même temps, avec de la tristesse, parce que beaucoup d'entre nous perdent des êtres qui leur sont chers. Nous sommes donc dans le confinement, dans l'expectative, dans l'attente, avec bien sûr de mauvaises nouvelles qui nous viennent de divers pays africains. Pas besoin de faire le sinistre bilan, parce que chacun d'entre vous est accroché désormais sur Internet, sur des médias, des réseaux sociaux. Je vais commencer ce live en exprimant toute mon amertume par rapport à l'arrestation du journaliste Eric Golf Kwachu de Canal 2. Il est parti au Cameroun, pas en mission, mais pour une cérémonie de mariage. Mais il s'est retrouvé au mauvais moment au Cameroun parce que c'est la chasse aux sorcières. Eric Golf est arrêté et nous sommes sans nouvelles parce qu'il devrait être en cellule. Parti de Paris, il s'est retrouvé en mise en quarantaine. De la mise en quarantaine, ceux qui se disent proches du régime, mais qui ne se basent que sur des commérages, qui ne se basent que sur des affirmations fallacieuses et sur des comportements de vengeance, ont donc décidé de faire arrêter Eric Golf, journaliste indépendant qui travaille pour des médias français et qui a toujours essayé de respecter la déontologie. Canal 2, d'ailleurs, est accusé par des Camerounais d'être proche du pouvoir. Canal 2 est très lisse et souvent même parfois confondu à la CRTV. À moult reprises, Eric Golf a été pris à partie parce qu'on soupçonnait qu'il faisait des reportages très policés ou plutôt flatteurs envers le régime. Le voilà donc pris entre le marteau et l'enclume puisque ce régime pour lequel on soupçonnait qu'il travaille parce que le média Canal 2 étant totalement à la remorque, voire sous la férule du régime, voilà malheureusement Eric Kwachu qui se retrouve lui-même dans l'engrenage. Ça fait mal d'autant plus que les accusations qui sont portées contre Eric Fosso sont totalement mensongères. Eric Kwachu, voulais-je dire. Parce que Golf n'a jamais, mais alors j'ai dit jamais, été en contact avec Calibro, parce qu'on dit aujourd'hui que c'est lui qui a pris sa carte de presse pour donner à Calibro et pour aller interviewer Macron. C'est tellement infantilisant, c'est même ridicule. Parce que je vais vous prendre un tout petit exemple. Vous et moi, nous partons au cinéma. Si je prends ma carte et je vous donne mon billet d'accès, est-ce que je peux encore accéder à la salle? Non. Je ne peux donc plus accéder. Eric Golf ne pouvait donc pas prendre sa carte de presse, son accréditation, parce qu'on ne donne qu'une seule accréditation.
passer cela à Calibri Calibro et lui-même se retrouver au même endroit, au même moment. C'est ridicule. Les accréditations se font avec ce que l'on appelle le visage de quelqu'un, la carte de presse de quelqu'un. Et toutes les photos qui ont été publiées par Eric Golf montrent bel et bien qu'il porte sur sa poitrine l'accréditation. Et il a sa carte de presse. Il a eu à se justifier plusieurs fois parce que un Nécan, dangereusement tribaliste, qui est caché dans un studio, jaloux d'Eric Golf, qui d'ailleurs a été avec lui à Canal 2, sauf que lui, Eric Golf, a réussi à devenir journaliste, à travailler dans des médias en France, mais lui, dans son petit studio, passe son temps à monter, à tirer les ficelles, à accuser une certaine tribu pour dire que ce petit groupe ethno-fasciste représente les Ekambeti. C'est donc ce monsieur qui a lancé la fatwa contre Eric Golf avec des accusations sans fondement. Et là, la police nazie du Cameroun a décidé de mettre Eric Golf aux arrêts. Sous prétexte que c'est lui qui a fait que Calibri Calibro aille interviewer Macron. Mais c'est quand même grave, j'ai dit encore, c'est ridicule pour ce régime. Moi, je suis journaliste, j'ai ma carte de presse. Pour avoir accès quelque part, on vous dit, voilà les journalistes à tel ou tel endroit. Et vous y accédez. Eric Golf a toujours eu accès à ces endroits. Mais par contre, Calibri Calibro, l'année dernière, avait déjà tenté cette expérience avec d'autres combattants, sachant que le seul endroit, la seule opportunité d'approcher Macron, c'est au salon de l'agriculture. Il faut signaler aux Camerounais que le salon d'agriculture, c'est comme on dit, vraiment un salon d'exposition. C'est-à-dire que tous les visiteurs peuvent avoir accès. Il suffit de payer son entrée. Donc, imaginez que vous êtes dans un stade. Vous payez votre ticket. Vous entrez dans ce stade. Et vous partez parler à Paul Biya. Et on va chercher plutôt un journaliste qui lui aussi s'est retrouvé là. On dit c'est lui qui a fait que vous soyez là. Au stade Omnisport. Le salon de l'agriculture, c'est un stade où les Français, agriculteurs, éleveurs et autres se retrouvent là chaque année. C'est ce qu'on avait au Cameroun au temps d'Amadou Ahidjo, qu'on appelait le comice agro-pastoral. Quand il y avait le comice agro-pastoral à Ebolova, est-ce qu'il fallait que ce soit un journaliste qui donne sa carte d'accréditation à un visiteur pour aller rencontrer Paul Biya? Mais non, le comice agro-pastoral était ouvert pour tout le monde. Sauf qu'ayant échoué la première fois, Calibri Calibro a compris comment est-ce que ça fonctionnait, puisqu'il avait été arrêté avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, eux également, mais ce n'est pas quand même Eric Golf qui a fait que les Gilets jaunes se retrouvent aussi là-bas. Sauf que les Gilets jaunes ont été rapidement exfiltrés. Ils ont été dégagés. Mais, concernant Calibri Calibro, il a eu l'intuition de se placer du côté de RMC. RMC, moi j'ai travaillé à Radio Monte Carlo, avant d'aller à RTL. Donc, le salon de l'agriculture, c'est par là. Donc, il a vu comment est-ce que Macron avait déjà longé. Et Macron étant entré dans un bar, il n'y avait qu'une seule issue. Il est parti l'attendre là-bas. Et le coup
de mon cher petit, de mon fils même, Calibri Calibro, parce que c'est un vaillant garçon, c'est qu'il a réussi, en un temps de mouvement, à esquiver là où il y avait les agents de sécurité, la garde présidentielle de Emmanuel Macron, pour être presque à côté de lui. Emmanuel Macron est d'ailleurs venu à côté de lui, mais il ne voulait pas l'interpeller, parce que ce n'est pas ça qu'il voulait. Il voulait que ce soit là où il y a les journalistes. C'est pour ça que Calibri Calibro interpelle Macron là où il y a les journalistes. Parce qu'il voulait que la communauté internationale, particulièrement la France, qui était présente en ce moment, avec la presse étrangère qui vient souvent couvrir cet événement, que tout le monde sache qu'il y a une crise humanitaire, une guerre fratricide et surtout un génocide qui était en train d'être commis par le régime Biya. C'est un message qu'il a passé. C'est un message qu'il voulait passer, qui n'avait rien à voir avec Eric Golf. Eric Golf était là comme tous les autres journalistes. Il faudrait donc que le régime de Yaoundé vienne arrêter les journalistes de RTL, les journalistes de RMC, les journalistes de TF1, les journalistes de News, les journalistes de France 24, les journalistes de RFI, tous les journalistes qui étaient là en ce moment, comme Eric Golf. C'est une honte. Au moment où le coronavirus fait que même les pires dictateurs, même les dirigeants africains qu'on croyait ne pas être démocrates, ont plutôt eu la flexibilité en accordant la liberté à certains prisonniers, aux hommes politiques, aux journalistes. Et d'ailleurs, l'ONU a prescrit cela à tous les États, de libérer des hommes parce que on ne peut pas dire que vous voulez combattre la pandémie du coronavirus, vous voulez appliquer les mesures de l'OMS qui veulent que les gens soient les uns des autres, distancés d'1 mètre. Mais vous partez stocker les gens en prison. Là-bas sera donc un laboratoire. J'avais déjà lancé le cri d'alarme par rapport à cette situation. Et aujourd'hui, Eric Golf, non seulement il est en cellule, mais peut-être finira en prison, comme se trouve encore là-bas Paul Chouta. Rendez-vous compte que le Cameroun compte à peu près 33 millions de prisonniers. 33 000 prisonniers, voulais-je dire. Pour quelle population? Pour quel nombre de places dans les prisons? À peine le tiers, même pas le tiers, le quart, même pas le quart, le cinquième, même pas le cinquième, le dixième. Ils s'entassent. Et ces prisonniers-là, à 80%, ne sont pas jugés. Et c'est de là que le coronavirus va donc se condenser. Puisqu'il y a des visiteurs, ils viennent rendre visite à ces prisonniers. Ces prisonniers qui vont contaminer d'autres. Et ça se passe dans des grandes villes. Regardez aujourd'hui la situation de toutes les prisons africaines et particulièrement celle du Cameroun. On a libéré les prisonniers au Niger. On a libéré les prisonniers en Gambie. On a libéré les prisonniers au Ghana, en Côte d'Ivoire, un peu partout au monde, en Afrique. Mais au Cameroun, on n'a pas libéré. Et on dit que on suit les mesures de l'OMS. On dit qu'on combat le coronavirus. Le coronavirus est là. Et plus que jamais,
nous sommes menacés, particulièrement en Afrique. J'ai peur. J'ai peur pour mon continent. J'ai peur pour mon peuple. Parce que lorsque je vois ce qui se passe, rien qu'en Europe, où on a des moyens pour pouvoir endiguer n'importe quelle pandémie, et je vois les ravages que ça crée, j'ai dit, en Afrique, ça risque d'être très chaud. Nos dirigeants ne se plaignent que d'une seule chose. Ils nous présentent les Occidentaux comme étant ceux-là qui nous font tout le mal. Mais qu'est-ce que les dirigeants africains ont prévu pour combattre le coronavirus? J'ai entendu beaucoup de cris d'orfraie parce que le professeur Mira a dit quelque chose de très très grave, tout comme Loft. Mais ces gens qui sont de l'INSEM en France, qui sont des chercheurs, qui travaillent pour la France, pour la sécurité de la France, nous ont fait quelque chose. On dit quelque chose. On peut bien, comme moi, m'indigner, mais il y a des choses qui m'ont touché. Et m'ont touché parce que ce n'est que ça. Aujourd'hui, on voit les Africains faire semblant d'être unis, d'être scandalisés par des propos racistes, des gens qui disent qu'ils doivent venir faire des essais de vaccins en Afrique, par des gens qui disent que ça va se passer comme avec le sida, tout en précisant que là, il n'y a même pas de masque, il n'y a pas de traitement. Exactement comme avec le sida, ça va se proliférer. Il vous annonce l'Armageddon. Il vous annonce l'Apocalypse. Et nous crions, après cela c'est terminé. Puisqu'au moment où il le disait, nos dirigeants avaient déjà signé des accords pour avoir de l'argent. Et ces accords montrent que les États africains ont vendu leur population pour des tests d'un vaccin. Pour des tests parce que nous sommes de la volaille. Nous sommes des souris. Nous sommes des cobayes. Nous sommes des cynocéphales. C'est-à-dire des singes. Voilà en quoi se résume l'homme africain dans la communauté internationale. Où avons-nous une place? Lorsque les Africains sont en train de s'indigner, on découvre que le Cameroun, le Gabon, le Burkina Faso, la RDC, ainsi de suite, près de 14 pays africains ont déjà donné leur accord pour qu'il y ait des essais. Ils ne sont pas passés par le Parlement. Ils n'ont pas informé le peuple. Et bam! Essai scientifique. Bam! Le vaccin. Et au moment où je vous parle, alors que ces professeurs, ils présentent des excuses et étaient en train de démentir qu'il n'y avait même pas ce projet, ou alors que c'était embryonnaire, que ce n'était qu'une idée, voilà le gouvernement du Congo qui sort pour nous dire que les essais vont commencer là-bas en juillet. Mais c'est en France, en Italie, aux États-Unis, où il y a beaucoup de morts actuellement du coronavirus. Mais c'est en Afrique qu'on va lancer rapidement les essais tout en nous faisant croire que oui, ne vous en faites pas, ça va se faire
dans tous les autres pays normalement. Je peux bien l'accepter. Sauf que je ne suis pas crédule. Surtout que je revisite toujours l'histoire. Et surtout que ceux qui, aujourd'hui, ont parlé à la télé, ont fait allusion au sida. Et ce sida-là, je refais donc un comeback, un flashback, voulais-je dire. Comment est né le sida? Le sida a été découvert en 1970 en Amérique du Nord. Oui, c'est là-bas. Et le sida concernait les homosexuels qui avaient un cancer de l'anus. Excusez-moi si les enfants sont là, mais aujourd'hui, en science, on apprend cela. Et ils avaient le syndrome d'Al Capone. Les États-Unis ont demandé donc qu'on fasse des recherches en laboratoire par rapport à ce syndrome. On commence à faire les études en laboratoire par rapport à ce syndrome. Les études quittent l'Amérique pour se retrouver en Afrique. Donc, en 70, aucun Africain n'avait de sida. C'était en Amérique. Mais, dans les années 80, on nous annonce subitement, après des essais en Afrique, que le sida vient plutôt, ça ne vient plus des homosexuels, hein. Ça ne vient plus des toxicomanes, ça vient plutôt déjà du chimpanzé au Congo. Les Africains étaient avec les chimpanzés depuis. D'où sortait donc subitement, dès qu'on a lancé cette recherche, parce qu'on a mis beaucoup de moyens. On met beaucoup de moyens. Et qu'est-ce qu'on va entendre en 1980? En France, il y a un monsieur qui s'appelait Patrick Roche. En 1980, il était le PDG. Patrick Cage, plutôt. Il était le PDG des laboratoires Roche. Il va déclarer 1 million de patients atteints du sida, ce n'est pas intéressant. Mais ça avance. Mais ce n'est pas encore comme l'asthme. Donc pour lui, c'est une bonne chose que le sida prolifère. Résultat des courses, le sida qui n'était pas connu en Afrique, qui était en Amérique, se retrouve en Afrique. 75 millions de personnes aujourd'hui porteurs du VIH. 32 millions de morts. Et les 2 tiers, ce sont les Africains et les Haïtiens. Eux qui n'avaient rien à voir avec le sida. On nous a dit que c'était par relation sexuelle ou transmission sanguine, sauf que les scientifiques n'ont pas été capables de nous expliquer comment est-ce que dans un couple, la femme pouvait être porteuse de la maladie et pas l'homme. Ou un homme peut être porteur de la maladie et pas son épouse. Sans oublier qu'au début, ils nous ont même dit que ça se transmettait par la salive. Par la suite, certains ont même imaginé que c'était les moustiques qui pouvaient transmettre cela. Et il y a donc eu, et il y a encore de la suspicion sur le sida, qui n'a jamais été une maladie africaine. Mais comme nous avons inculqué dans la tête aujourd'hui que ça vient des chimpanzés au Congo. Autre cas, pour parler. Je crois que beaucoup ont déjà oublié que
Et il y a eu d'autres maladies qui sont arrivées en Afrique par des Européens, des Occidentaux. Chacun se rappelle que, après la conférence de Berlin, les Occidentaux se sont décidés à partager l'Afrique en 1884. Donc, l'Éthiopie était visée par les Italiens. Les Italiens avaient décidé qu'ils devraient conquérir l'Éthiopie. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Parce que Ménélique II refusait systématiquement de se mêler de ces affaires-là, de se faire dominer. Il va dire, je vais faire la guerre. Les Italiens vont ramener 2 vaches de Bombay en Inde, infectées parce qu'ils avaient créé ce qu'on appelait la peste bovine. Voilà comment 2 vaches arrivent en Éthiopie, qui vont contaminer. Tous les animaux vont mourir, y compris les animaux sauvages, pour venir combattre Ménélique. Donc, ils viennent avec ce virus, soit dit en passant, la peste bovine a ravagé non seulement en Éthiopie, mais tous les pays africains ont été touchés. Qu'à cela ne tienne, Ménélique avait réussi à les vaincre parce que cette peste bovine, ils viennent avec ces 2 vaches de Bombay en 1887. Mais Ménélique va quand même réussir à les combattre, tenir dragée haute jusqu'en 1896. Cette maladie n'était pas connue d'Afrique. Elle est arrivée comme ça. Je vous ai parlé de la grippe espagnole. Ce n'était pas une maladie connue d'Afrique. C'était pendant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que l'Afrique avait à y voir dans la Première Guerre mondiale? C'est né dans des camps militaires et tout. Entre 50 à 100 millions de personnes ont été tuées. Je vous en ai assez largement parlé. Ils n'ont pas pris en considération ceux qui sont morts en Afrique. Mais ils les ont tout simplement contaminés par des colons qui venaient là avec des bateaux. Ils disent qu'il y a eu 6 millions de morts. Mais il pourrait avoir 10 fois plus. Mais on n'a pas compté. On ne raconte pas ça. Aucun livre d'histoire ne met l'Afrique dans tout ça. Je prends un autre cas d'une maladie qu'on peut dire, parce que je ne vais pas prendre le stress. Vous savez, le stress, quand on vous parle du coronavirus aujourd'hui, mais c'est le stress. On ne change que le nom. Le premier coronavirus, c'était le stress, bien évidemment, toujours né là-bas en Asie ou en Chine, et puis ça arrive toujours. Puis il y a eu un deuxième stress, et puis maintenant, c'est le troisième coronavirus. C'est comme ça. Mais la maladie qui était connue en Afrique, qu'on nous a raconté à l'école, nous faisons croire que nous avons été sauvés par des gens qui venaient d'Europe, c'est-à-dire que le docteur Eugène Jamou, qui nous a sauvés de la maladie du sommeil. Je ne voudrais pas revisiter l'histoire, mais les couloirs cachés de l'histoire, où on n'a pas voulu mettre de la lumière, méritent d'être éclairés. Parce qu'en fait, la maladie du sommeil, ou encore la trypanosomiase, comme on l'appelait, elle a été découverte en 1406. C'était dans l'Empire du Mali. Et c'était le sultan Diatta qui avait ça. Parce que c'est décrit dans des livres d'histoire.
Mais les Africains se débrouillaient à soigner cette maladie. Mais cette maladie va devenir une véritable pandémie en 1920. Parce que, effectivement, celui qu'on appelle Jamou, il va arriver vers les années 1916. Il va donner des traitements. Mais ce qu'on nous apprend dans l'histoire, que c'est lui qui a mis fin à la maladie du sommeil, c'est archi faux. Puisque la maladie du sommeil a plutôt continué à faire des ravages. En 1950 donc, ils vont créer en France un produit, une poudre blanche, Aaron Poulenc, qu'ils vont appeler la lomodine. Ce produit, on dit, c'est lui qui est là pour combattre la maladie du sommeil. Et ça vient comme vaccin dans les années 1950. Noël Bernard en était le directeur et c'est lui qui veillait à un certain nombre de choses pour que le continent africain soit le réservoir de ces médicaments ou de ce vaccin. On arrêtait les gens. Parce que c'était à l'époque, la République centrafricaine s'appelait le Bangui Chari. Le Cameroun était là. Le Burkina était là. À l'époque, c'était la Haute-Volta. On arrêtait des gens de force pour aller se faire injecter sur la tête, sur le cou, dans le dos, sur les fesses. Les gens faisaient pipi, voire des excréments, parce que c'était hyper douloureux. On avait des gros abcès où le pu coulait. Mais cependant, une note de ceux qui géraient l'AOF, c'est-à-dire que l'Afrique occidentale française, parce que c'est comme ça que ça s'appelait, disait qu'on ne doit pas donner ce vaccin aux Français, aux Européens. Alors qu'ils faisaient croire aux Africains que tout le monde prenait ce vaccin. Avec la complicité des dirigeants. Et puis, sauf que, à une certaine période, les gens ont commencé à mourir. Il fallait voir comment les gens fuyaient. C'était un déluge total. Que ce soit en Côte d'Ivoire, on arrêtait des gens avec les gendarmes. Et quand on finit de t'injecter, on dit tu vas au puits, tu vas puiser de l'eau. Nulle part dans le livre d'histoire, on va vous parler des méfaits de ce produit toxique qui a été finalement interdit en 1954, la lomodine. Autant d'expériences ont été faites en Afrique qui se sont soldées par la tristesse, la douleur. Mais jamais, dans ces crimes de l'humanité, on a eu à élever des voix. Parce que ça a toujours été comme ça. Mais, au-delà de ça, nous devons nous poser une question. À qui la faute? À qui la faute? Puisque, lorsque les Européens aujourd'hui viennent faire des recherches chez nous, lorsque les Européens aujourd'hui nous donnent tous les produits, puisque nous consommons 94% de nos médicaments ne viennent que de l'Europe. Alors que les Africains font les études. Les Africains sont sur les chaînes de télé
avec des grosses vestes, vous racontent n'importe quoi, mais ils sont incapables de créer un comprimé. Ils sont incapables de faire des recherches. Et les États africains ne les financent pas. Quand je vois aujourd'hui les gens qui sont en train de dire, oui, c'est des essais internationaux, et il faut laisser parce que les Européens, c'est eux qui connaissent la médecine, nous guider. Je dis, mais, et les médecins qui sont en Afrique? Et les professeurs qui sont en Afrique? Vous alors, vous faites quoi? Je devrais vous rappeler, la médecine a été inventée par les Noirs en Égypte. Oui. 4000 ans avant Jésus-Christ. Les Égyptiens, tous étaient des Noirs. Et le père de la médecine, c'est Imhotep. Mais les Africains prêtent serment en disant serment d'Hippocrate. Mais Hippocrate sort d'où? Donc par exemple, j'enseigne mon fils, je suis son professeur, parce que Hippocrate est parti étudier en Égypte. Comment on peut prêter serment sur quelqu'un et dire qu'il est le père de la médecine alors que lui il est parti apprendre la médecine en Afrique chez des Noirs? Tous les Égyptiens étaient noirs jusqu'à l'invasion perse en moins 425 avant Jésus-Christ. C'est pour ça que vous les voyez, certains deviennent un peu bruns et machin et tout et tout. Avant que d'autres ne fassent que venir là, les Grecs, les Romains, tous sont venus apprendre en Afrique. Comment se peut-il que les gens viennent en Afrique apprendre, prendre les écorces, nos feuilles, et ils nous les revendent. Nous attendons que ce soit l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui valide ça. Alors que même ma mère me soignait avec les écorces du village, concernant le paludisme, concernant les blessures. Est-ce qu'il y avait l'Organisation mondiale de la santé au temps des pharaons qui ont vécu là? La momification, c'est les Égyptiens. Et on vous fait comprendre que 14 pays africains sont des descendants d'Égyptiens. Allez en Angleterre. Vous allez voir le codex britannique des sciences biomédicales de 1913. C'est totalement photocopié sur ce qu'on appelle les papyrus d'Hébert. Cela veut dire que ce soit l'examen clinique, que ce soit le diagnostic ou le traitement rationnel, ce qui est en Angleterre et ce que les Européens ont, ce que les Grecs ont pris, ils sont venus apprendre ça en Égypte, où la médecine est avancée, où les Noirs connaissaient déjà que le cœur était la fonction principale, où ils savaient déjà opérer jusqu'au cerveau, les tumeurs. Ils guérissaient les fractures, c'est-à-dire que tu te casses le crâne. Ils guérissent ça avec l'œuf d'autruche. Quand Hippocrate arrive en Europe, mais il va soigner les gens avec quoi? Avec les excréments d'hippopotame. On va vous dire que c'est la formule magique d'Hippocrate. Mais est-ce qu'il y a l'hippopotame en Europe? Il a vu l'hippopotame où? C'est en Afrique. Parce qu'il est venu apprendre là-bas. Donc, regardez sur le plan médical. Les intellectuels que nous avons, les professeurs que nous avons, ils ne peuvent pas lire le papyrus d'Hébert. Le papyrus d'Hébert a 700 recettes. Il a été rédigé en 1700 avant Jésus-Christ.
mais en réalité photocopié sur des manuscrits égyptiens datant de 3000 ans avant Jésus-Christ. Il est là, en Allemagne. Vous voyez le coronavirus? Il ne tue pas en Allemagne. Ils vont là, ils ouvrent, papyrus d'Hébert, ils regardent, parce que ce n'est pas le seul papyrus. Les papyrus égyptiens peuvent remplir 8 stades de football. Ce qu'ils ont écrit. Parce que le papyrus d'Hébert dont je vous parle, lui n'a que 180 pages. Mais là, vous allez trouver que ces gens soignaient déjà tout. Ils savaient les scolir. Ils connaissaient soigner les dents. Ils soignaient le ténia. Et vous savez avec quoi ils soignaient? Les Égyptiens. L'ail, l'oignon, l'acacia, que vous avez là. Hein? Je vous cite par exemple ça que vous avez chez vous. Sans pour autant oublier que les excréments de souris, les excréments de souris ont été repris par non seulement les Grecs, les Coptes, les Romains. Ils soignaient l'antibiotique chez les Égyptiens. C'était avec les toiles d'araignée. Parce que l'araignée a des propriétés antibiotiques. Ils avaient la terre de Nubie. Que ce soit pour des pansements ou ceci, cela. La Nubie, c'est quoi? C'est là où vous appelez le Soudan. Le Soudan, actuellement, le Soudan du Sud. La terre de Nubie. Ils prenaient le lait d'ânesse qu'ils donnaient aux gens. Ils faisaient des potions, des écorces. Pourquoi? Parce que les Égyptiens eux-mêmes, comme je vous le dis, Imhotep était le père de la médecine. Astronome, écrivain, médecin, magicien, grand prêtre. Et l'Égypte avait, au niveau des temples, 2 grandes écoles. Une à Memphis et l'autre, je crois, à Thèbes. Où les gens venaient apprendre de la médecine. Tous les Européens que vous voyez là, les Grecs, on vous dit que c'est les Grecs qui ont fait ceci, ils ont fait cela. Ils sont venus voler chez les Africains. Et c'était très simple. Ils venaient, ils se mettaient à l'école. On vous parle des théorèmes de Thalès, de ceci et cela, de Pythagore, mais tous, ils ont appris en Égypte. Ils ne connaissaient même pas les mathématiques. Tous, ils ont appris là-bas. Et la médecine en Égypte, on te soignait gratuitement. On te soignait gratuitement. Parce qu'on appelait ça, ce n'était pas les hôpitaux, on appelait les maisons de vie. C'est les Égyptiens qui ont inventé l'ordonnance. Qu'on vous prescrit là, en Europe, on dit voici l'ordonnance. C'est les Égyptiens. Quand on te dit Égyptien, c'est-à-dire toi, tes aïeux, tes arrière-grands-pères, ils étaient noirs comme toi. Et c'est ça que les Européens sont venus prendre. Parce que les Africains, les Égyptiens, eux, par rapport à Imhotep, ils se sont dit qu'ils avaient un dieu qui s'appelait Thoth. C'est ce Thoth-là qui est devenu, que les Grecs ont changé, qui est devenu Hermès. Toutes les femmes africaines portent les sacs Hermès. J'ai Hermès, j'ai Hermès. Ils ne savent pas que c'était le dieu Thoth des Égyptiens, dont on a changé le nom. Et c'est le dieu Thoth qui avait donc dit aux Égyptiens que la médecine est basée sur les écorces, sur les feuilles de plantes, les substances médicamenteuses, sur la nature. L'Afrique a tout. Tous les arbres. Mais rien. J'ai vu là un Camerounais qui commence à dire « Oh, on va faire maintenant les cook ». On ne connaît même pas. Mais on va maintenant soigner le Covid-19, le coronavirus avec les cooks. Les cooks, c'est le mot scientifique, c'est Alsomia. Mais c'est un arbre
qui ne demande même pas d'être planté. Mais ça a des substances anticancérigènes. C'est-à-dire que vous pouvez soigner le cancer avec ça. Anti-paludienne. Vous pouvez soigner le palu avec ça. Anti-inflammatoire. C'est-à-dire que le paracétamol qu'on nous donne là, vous pouvez prendre les coucs. Cet arbre qui est dans tous les pays d'Afrique centrale. Le bois. Mais nos chercheurs sont incapables de transformer ça en comprimé pour vendre aux Européens. Ils viennent prendre du paracétamol en France. Ils commandent ça. Voilà le problème de l'Afrique. C'est-à-dire que nous avons les connaissances endogènes. Nous sommes le berceau de l'humanité, de la connaissance. Mais nous avons des intellectuels analphabètes. Parce qu'ils veulent toujours, par mimétisme, aller recopier chez les autres. Alors que ceux-là même sont venus voler chez nous. Résultat, on doit maintenant faire des études sur le coronavirus en prenant des Africains comme des cobayes. Et c'est des Européens qui dirigent. Mais on aurait pu associer les professeurs africains. Pourquoi les États africains sont incapables de pouvoir se réunir pour créer des laboratoires? Pourquoi les États africains sont incapables de se réunir, de se dire que nous pouvons, nous également, produire des médicaments? Il faut regarder ce que des gens font en Afrique, les dirigeants. Un pays comme la République centrafricaine n'a même pas, vous vous rendez compte, ils ont 3 défibrillateurs, aucun respirateur. Mais ils achètent les armes chez les Russes. Tout ce que nos dirigeants savent faire, c'est acheter des armes pour tuer leurs concitoyens. Voilà la médecine. Aucune recherche. Rien du tout. Même pas. Alors que eux, ils appellent leurs chercheurs. Ils savent que c'est d'abord la santé qui compte. Comment vous voulez concevoir que, au moment où nous sommes là, la crise du coronavirus arrive, vous dites, oh, on ne veut pas les expériences, le vaccin français, le machin, tout. Mais vous allez faire quoi après? Dites-moi, vous allez faire quoi? Vous allez boire quoi? Mais c'est ça. Ils profitent de l'incapacité de nos dirigeants. Parce qu'ils sont incapables, nos dirigeants, de s'organiser pour créer quelque chose. Et nos intellectuels également sont incapables de faire quoi que ce soit. Je connais, par exemple, regardez un exemple. On l'appelle Valentin Agon, c'est un médecin, au Bénin. Il a créé dans son laboratoire un médicament anti-paludique qui s'appelle Apibénin. C'est le premier médicament 100% végétal et 100% africain au Bénin, le petit Bénin. Ce médecin, ce médicament, parce qu'il a aussi créé un médicament qu'on s'appelle, je crois, apivirine. Ce médicament soigne le VIH-Sida. Est-ce que les Africains en parlent?
Ils attendent seulement les trithérapies qui viennent d'ici. Le remède du palu, ils attendent ça d'ici. Au lieu d'aller au Bénin. Le Bénin vend déjà ça au Tchad, en République centrafricaine, je crois au Congo, au Togo. Mais les autres, ils sont là. Valentin Akon. Il a d'ailleurs eu le prix Innovation de l'Afrique. Avec son médicament. Consommez africain, vous ne pouvez pas. Soignez-vous africain, vous ne pouvez pas. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faisaient comment pour vivre 100 ans? Dites-moi. Moi, mon arrière-grand-mère n'était jamais allée à l'hôpital. Mais elle est morte à plus de 110 ans. Nous, on est seulement là. Wak, 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 wak. Et de surcroît, les médicaments qu'on nous donne là, parfois même, ne sont pas adaptés à la race noire. Parce que si l'expérience a eu lieu sur la race blanche, ce n'est pas sûr que nous ayons les mêmes possibilités, les mêmes propriétés et les mêmes capacités de réaction. Les expériences devraient être menées aussi par des Africains, parallèlement, et non être à la remorque des Européens. Aujourd'hui, nous sommes là, des cobayes. On n'est rien du tout en dehors d'être des cobayes. Et il y a un pasteur, chercheur, Saoudogo, au Burkina Faso. Mais il a mis au point 2 remèdes. Tout comme celui dont je viens de vous parler, qui est Valentin Akon, qui a mis un remède, un traitement contre le Covid-19. Vous n'allez jamais entendre l'OMS dire qu'on va tester le produit là, qu'on va faire les essais cliniques. Les essais cliniques se passent entre le Bénin et le Burkina Faso. L'OMS ne va jamais valider ça. La preuve, ils n'ont jamais validé l'artémisia, qui est une herbe qui soigne le paludisme. Ça a été prouvé scientifiquement. Mais tous ceux qui font des recherches sur ça, boum, on les abat. Parce que les États africains ne les protègent pas, ne les encouragent pas, ne les accompagnent pas. Je disais tantôt, le professeur, le chercheur en phytothérapie, c'est un pasteur, Saoudogo. Il a mis 2 remèdes actuellement. Il dit, un, de façon prophylactique, l'autre de façon curative. De façon curative, c'est 15 000 francs. Prophylactique, c'est-à-dire que prévention, c'est 5 000 francs. Les Africains ne vont pas courir là-bas. Pourtant, il y a des témoignages qu'il a des résultats. Mais non, nous sommes là, on attend la chloroquine. La chloroquine de Raoult. Raoult, c'est notre cousin. Donc c'est Raoult qui va venir nous sauver en Afrique. Hein? Tout le monde dit, ah, Raoult, oh, la chloroquine, vous savez que ça vient d'où? Si vous ne pouvez pas fabriquer une chloroquine, alors que ça se fait avec les produits africains. Après, vous allez parler. Je vois un monsieur qui vient là. Il s'assoit à la télé. Le professeur Xavier Mbopi. Il vient nous parler du coronavirus hein, au Cameroun. J'entends bien, professeur Xavier Mbopi. Ah, j'ai déjà entendu. Après, le journaliste dit, chef de département, ceci et cela, et tout, et tout, et tout. Oh là 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 là. Première parole. Oui, il vient. Nous sommes au coronavirus. Il a fait les dédicaces à toute sa famille, à tous ses collègues, jusqu'au chien, Mbopi. Et il commence. Oui, il s'agit du département d'infectiologie, de virologie, de microbiologie, de coquilles, mais je dis, mais
C'est de ça que le type est venu nous parler comme ça. On lui demande de nous parler du coronavirus. Il s'assoit et dit, bon, écoutez, c'est des étapes. Et il y a l'étape R0. Il dit, et? Il dit, après il y a R1. Il dit, R2. Il dit, mince. J'ai cru que c'est ce que je voyais souvent en électricité où on disait que R égale résistance. Donc, je dis, mais le type c'est en train de raconter quoi? Il dit R0, R1 et il y a même R10. Je me suis dit, peut-être ça veut dire, comme je m'appelle Rémi, ça me concerne. Et le gars enchaîne l'explication. Professeur Xavier Bopi, il dit, le coronavirus a plusieurs serrures et plusieurs clés. Papa. Donc le coronavirus là, le virus là, c'est devenu un gardien d'immeuble. C'est un concierge. Il dit que le coronavirus a plusieurs serrures et plusieurs clés. Donc le coronavirus, donc notre corps, le coronavirus a les clés, les serrures. Que le professeur Xavier Bopi, après sa grande patronne, Madeleine Chouente, vient nous raconter que le coronavirus c'est R0, R1, R2, R3, R10. Et dit c'est la meilleure façon de nous expliquer de façon simple. Je suis parti de là, j'ai failli, mais j'ai eu peur du coronavirus plus que le coronavirus lui-même. Parce que c'était déjà les mathématiques, plus la physique, plus la chimie. Comment donc ces gens peuvent créer un remède? On te pose une question simple. Il vient nous expliquer le R0. L'autre vient. Il dit que non, le coronavirus, c'est qu'en réalité, il faut savoir qu'il est très dangereux parce qu'il peut mettre 4 jours. Il a équinoxe, hein? Moi, je regarde, chez moi, dans toutes les radios, on dit que le coronavirus ne peut vivre que maximum 3 heures de temps, puis il meurt. Un professeur va au Cameroun, à la télé, et dit que ça va vivre 4 jours. 4 jours, que c'est devenu King Kong? King Kong virus ou bien c'est quoi encore? Voilà donc nos professeurs du Cameroun, incapables de pouvoir trouver le moindre médicament. Ils ont dit qu'ils vont produire la chloroquine. Et il fallait voir le petit machin qu'ils sont partis nous montrer. Un laboratoire de pygmées. Ils disent que c'est là qu'ils vont produire la chloroquine. Donc depuis là, depuis les indépendances, ils ne produisaient pas la chloroquine. C'est là maintenant qu'ils vont produire la chloroquine. Entre-temps, ils importaient. Et entre-temps, eux-mêmes, ils boivent la chloroquine qui vient du Nigeria. Puisque quand j'ai vu tous ces professeurs-là, à la télé, eux-mêmes, ils étaient malades. Ils étaient malades. Et c'est ça. Parce que ils ne font pas de la recherche. Et l'État ne les soutient non plus. Donc, c'est des gens qui viennent, ils vous font des récitations acquises dans des livres impérialistes au lieu d'aller tout simplement en Égypte. Peuples africains, dirigeants africains, réunissez les tradis praticiens